à tous, très chers croque-lecteurs. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette 4e émission de votre journal Croque-Lecture. Nous allons essayer de vous faire encore mieux que le précédent numéro. Cette semaine, c'est Manon qui nous a préparé le plat du jour. Elle va nous présenter un livre qui, il me semble, lui a beaucoup plu, Masha ou l'évasion. Mathéo nous a concocté un sushi qui paraît très intéressant, car il s'agit de Golden Kamuy, un manga passionnant. Cela s'achèvera par une nouvelle interview, celle d'Arthur Ténor. Mais tout de suite, les amuse-gueules que Lucas et Perrine nous ont préparés. Perrine va nous parler d'un des romans parus durant la rentrée littéraire qui lui a semblé intéressant, Sim Survivor. Paru le 20 octobre chez l'éditeur Scrinéo, Sim Survivor m'a paru très original. Il est l'œuvre de Loïc Le Borgne. Celui-ci a publié de nombreux romans tels que Il, dans la collection Soon, chez Syros, ou Le garçon qui savait tout, toujours chez Syros, mais dans la collection Mini Soon Plus. Pour ce premier roman chez Scrinéo, l'auteur a choisi le genre dystopique. Voici un petit résumé de l'histoire. Sandros, jeune homme de bonne famille, âgé de 18 ans, s'ennuie dans son monde luxueux et douillet. Il est contacté par Ambra, une jeune fille de son âge avec un caractère bien trempé. Elle lui propose de participer à une expérience puissante et inédite. Un jeu en théorie virtuelle. Sim Survivor, dont chaque saison est suivie par des millions de fidèles connectés. Merci Perrine. Maintenant c'est au tour de Lucas. De quoi vas-tu nous parler ? Bonjour à vous, chers croque-lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Estelle Fay, une auteure que nous aimons beaucoup, au croque-lecture. En effet, nous l'avions interviewée lors de la saison 5 pour l'émission parue le 20 décembre 2014. Elle vient de remporter le prix de l'Uchronie avec le tome 3 de La Voix des Oracles, une trilogie parue chez Scrinéo. Le prix de l'Uchronie est divisé en 3 sous-catégories, le prix littéraire, le prix graphique et le prix spécial. En l'occurrence, Estelle Fay a gagné le prix littéraire. Petit rappel de l'histoire. En Gaule, au 5e siècle après Jésus-Christ, Chia, fille de l'illustre général romain Gnaeus Sertor, a toujours su qu'elle était une oracle. Quand son père, son protecteur, tombe sous les coups d'assassins, il lui faut fuir. C'est maintenant à Manon de venir sur le plateau pour le plat du jour. Bonjour Manon, quel livre intéressant vas-tu nous présenter ? Bonjour chers croque-lecteurs. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous présenter Masha ou l'évasion, un livre de Jérôme Leroy, édité chez Syros. Il a aussi écrit Norland dans la collection Rat Noir. Peux-tu nous résumer l'histoire ? Oui, bien sûr. En 2100, à Al-Azad, une zone d'aménagement différé d'Ekmoville, Masha, centenaire, reçoit la venue de 2 jeunes filles et d'un garçon qui semble être de la 4e génération de la douceur. Nausicaa, Révolution et Hilo. Dans la douceur, les garçons ne portent plus de jeans, il n'y a plus de téléphone portable et pratiquement tous les jeunes partent en expédition un peu comme un rite, durant un mois, parfois 2, dans des zones commerciales abandonnées où l'on peut encore trouver un grille-pain, un iPod, afin de voir comment était le monde de la fin. Toutes les personnes de la douceur habitent dans des arbres. Ces 3 jeunes gens viennent de la ZAD de Merlicourt, dans le nord. Ce sont des cueilleurs d'histoire. Ils pensent que les arbres bibliothèques manquent de témoignages vraiment personnels, alors ils vont de ZAD en ZAD à la recherche de ceux qui ont encore l'âge de raconter leur vie d'avant la douceur. Masha se rend alors compte que Nausicaa et Révolution sont des descendantes de 2 de ses anciennes amies lorsqu'elle avait 18 ans, ce qui lui remémore plein de souvenirs et la perturbe. Les 3 jeunes veulent qu'elle vienne avec eux à la ZAD de Merlicourt, mais elle hésite. Après avoir parlé avec son amie, Agnès, elle est convaincue et décide d'y aller. Pourquoi Masha ne veut-elle pas parler de ce qui s'est passé dans le monde de la fin ? Que cache-t-elle ? Le passé était-il si effrayant ? Quel est ton avis sur ce livre dont le résumé m'a paru très intéressant ? J'ai beaucoup aimé lire Masha ou l'évasion, écrit par Jérôme Leroy pour son personnage de Masha et son anticipation du futur. Pour commencer, j'ai aimé le fait que l'auteur imagine que notre futur sera comme ça. Ce roman est un mélange entre science-fiction et tranche de vie, car les personnages vivent en 2100. Mais lorsque Masha raconte son passé, il s'agit en réalité de notre présent. Entre le monde de la faim et celui de la douceur, il y a eu des catastrophes, le terrorisme, la crise économique, qui ont conduit les hommes à vivre différemment. Il peut aussi être futuriste, une utopie, une société idéale où les habitants vivent tous heureux, sans technologie et avec la nature. Ensuite, j'ai beaucoup aimé cette histoire car la personnage principale est une vieille femme de 107 ans, ce qui pourrait paraître ennuyant alors que c'est tout le contraire. Masha est pétillante, 107 ans et toutes ses dents. Masha a vécu une histoire dure, captivante et émouvante. Le racisme, les mensonges, l'exclusion. Pourtant, elle reste forte. Ce livre est vraiment touchant car ce n'est pas un livre comme d'autres où lorsqu'on a fini de le lire, on oublie la moitié de l'histoire. Non,
Grâce à cette histoire qui a l'air si réelle et à Masha si bouleversante, ce livre nous fait réfléchir sur notre société, ce que nous deviendrons si nous ne changeons pas. Face à cette évolution de la société et à sa situation personnelle difficile, Masha choisit la fuite, qu'elle nous raconte vers une ZAD, zone à défendre, synonyme pour elle d'espoir, de révolte et d'un monde meilleur. Enfin, j'ai aimé son histoire d'amour avec un jeune homme venu de la cité alors qu'elle vient des beaux quartiers. Tous les deux si proches et à la fois si différents. Cette histoire au multithème est juste géniale, entre l'amour, les ZAD, le passé qui nous ressemble. Pour conclure, ce livre est un coup de cœur. Ce roman d'anticipation est juste génial, et Masha, extraordinaire malgré sa vieillesse. Il m'a fait penser à Bleu de Florence Hinkel, livre que j'avais moi-même chroniqué. Imaginez un monde où la loi oblige d'être heureux à tout prix. Accueillons maintenant Mathéo qui va nous parler du manga qu'il a lu, Golden Kamuy. J'ai choisi le titre Golden Kamuy, le nouveau seinen signé par le talentueux Satoru Noda chez les éditions Kiun, sorti en France le 25 août 2016. Ce manga a reçu le prix du meilleur manga de l'année au Manga Taisho. De quoi parle ton manga? Seiichi Sugimoto, un soldat de la guerre de 1904 opposant le Japon et la Russie, surnommé Sugimoto l'immortel, attend patiemment la bataille auprès de ses compagnons d'armes dans une tranchée. Ces derniers meurent de faim. D'un seul homme, les Japonais s'élancent à l'assaut de leur ennemi russe. La bataille fait rage. Beaucoup de soldats meurent, mais pas Sugimoto. Il est en première ligne et se bat avec une force et une agilité phénoménales. Quelques années plus tard, un homme ivre sort l'ancien soldat de sa rêverie. Sugimoto a quitté le champ de bataille pour devenir chercheur d'or dans la région d'Hokkaido car il a besoin d'argent. Alors l'homme ivre lui raconte une histoire incroyable. Une tribu d'Ainu avait un trésor, un immense trésor, composé de 75 kg de pépites d'or que la tribu avait récupéré dans les rivières d'Hokkaido. Mais un jour, un homme massacra les Ainu et vola le trésor qu'il cacha on ne sait où. Il fut arrêté puis condamné à mort à la prison d'Abashiri, mais le prisonnier avait des complices à l'extérieur. Le voleur décide de tatouer sur ses compagnons de cellule une carte codée que seuls ses complices pourraient déchiffrer. Qu'en as-tu pensé? J'ai adoré le manga Golden Kamuy, un seinen de Satoru Noda, paru aux éditions Kiun. En premier lieu, j'ai trouvé intéressant le fait que Satoru Noda se soit inspiré de l'histoire de sa propre famille pour créer ce chef-d'œuvre. En effet, le nom du héros n'est autre que le nom de l'arrière-grand-père du mangaka. De plus, Satoru est lui-même originaire de la région d'Hokkaido, ce qui explique les détails et précisions donnés par l'auteur sur cette île du Japon. Ensuite, j'ai également trouvé les dessins très réalistes et bien réalisés. Les personnages sont finement représentés. La nature et les animaux m'ont paru comme tirés de la photographie complétant ce réalisme. Ce sont surtout les couvertures qui m'ont semblé très réussies et m'ont donné envie de me lancer dans cette grande aventure. De plus, je trouve le personnage d'Ashirpa assez mystérieux. En effet, on ne sait presque rien de ce personnage et c'est justement cela qui le rend intéressant. Cette jeune fille issue de la tribu Ainu est particulièrement débrouillarde. Elle est capable de vivre dans cet environnement hostile, entourée de bêtes féroces comme cet ours qui attaque Sugimoto. À travers elle, on découvre la culture de cette tribu, premier peuple vivant au Japon. Enfin, la grande réussite de ce manga est de mélanger habilement enquête et grande aventure. Cette histoire de trésor dont la carte se trouve tatouée sur les corps de prisonniers est tout à fait géniale. Cela entraîne les deux héros, Sugimoto et Ashirpa, à leur recherche, mais ils ne sont pas les seuls à connaître cette histoire. C'est donc parti pour de multiples rebondissements. En définitive, Golden Kamuy est un des tout meilleurs seinen manga parus en 2016. Entre culture, aventure et personnages charismatiques, tous les ingrédients sont présents pour en faire un grand classique de la bande dessinée. Et maintenant, passons à la cerise sur le gâteau qu'Angélique a tourné au Salon du Livre Jeunesse d'Évreux, une interview d'Arthur Ténor. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube. Bonjour Arthur Ténor. Avant de parler de vos derniers titres, nous voudrions revenir sur votre roman « Je suis Charlie Berthet ». Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur le thème de la liberté d'expression ? Il y a bien des raisons, hein. La première, c'est que je suis d'une génération qui a connu la liberté d'expression. Vraiment. Quand les événements de Charlie se sont produits, ça m'a renvoyé à une expérience personnelle quand j'étais en seconde et que on avait créé, moi j'étais juste un contributeur, mais des camarades avaient créé un journal d'expression libre qui était assez au vitriol, hein. On n'était pas tendre, hein. Mais de tous les souvenirs que j'ai, jamais de toute cette période, on a été menacé d'interdiction, de mort, on nous aimait pas, il y a des gens qu'on n'aimait pas, ils nous aimaient pas, on se chamaillait, mais jamais de violence. Et en fait, quand se sont produits les événements, je me suis dit, mais aujourd'hui on en est où? Alors est-ce qu'on peut créer un journal d'expression libre en toute liberté? Et en fait, la réponse, elle est clairement non. Et je l'ai écrit ce roman sans penser qu'au moment même où j'écrivais ce roman,
sur la création d'un journal d'expression libre par des collégiens d'aujourd'hui. Eh bien, dans un collège autour de Paris, il y a un jeune qui a fait la même chose, mais il a dû déménager parce que ce qu'il racontait dans son journal, il recevait des balles de Kalachnikov dans des enveloppes, etc. Il a reçu des menaces de mort, des choses que... C'est hallucinant, j'avais raison. Je veux dire, j'ai tristement raison dans ce roman. Donc voilà pourquoi j'écris ça. C'est votre génération, hein. C'est votre liberté dont on parle, c'est plus de la mienne. Hein. Moi, maintenant, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Hein. Dans Je suis bolos et je me soigne, vous vous intéressez au harcèlement. Est-ce important pour vous d'aborder ce sujet dans la littérature? Alors, je vais rectifier un petit peu, c'est pas un roman sur le harcèlement. Tout le monde me parle de ça parce que c'est le sujet, effectivement, c'est pas du tout ça. Le harcèlement, on en parle parce qu'il est bolos, il se prend effectivement des humiliations, etc. Mais le vrai sujet, c'est plus l'estime de soi. Alors peut-être la conséquence du harcèlement, mais celui qui voit pas de sens à sa vie, qui se voit pas de place, peut-être parce qu'on lui a tellement dit qu'il était le bolos, le bon à rien, enfin le minable, etc. Et le vrai sujet, le cœur du sujet, c'est qu'est-ce que je fais dans cette place, quelle est ma place dans ce monde-là? Je fais quoi ici? Et mon avenir, c'est quoi? C'est un avenir de raté ou est-ce que je peux réussir ma vie? Et en fait, le vrai sujet, il est là. Est-ce qu'on peut réussir sa vie quand on est un bolos? Et la réponse est oui, certainement. Pouvez-vous nous présenter votre dernier roman Terroriste, toi? Alors là c'est assez particulier. Je le montre à la caméra, quand même. C'est un roman, j'en ai jamais écrit de roman comme ça. Quand les événements, alors là de novembre, c'est-à-dire les attentats au Bataclan sont produits, franchement, comme tous les citoyens, on est extrêmement choqués parce que on a atteint à nos racines, tu vois, on a atteint à ce qu'il y a de plus précieux, quoi. Je veux dire, on veut nous empêcher de vivre comme on a envie de vivre. On veut tuer notre joie, on veut tuer notre mode de vie, on veut tuer nos croyances ou non-croyances. On veut tuer quelque chose de très fort. Donc j'ai été choqué comme tout le monde. Et je me suis dit, moi je suis romancier. Alors il y en a qui vont porter des bougies à la République, qui vont écrire un poème. Moi je suis romancier, j'écris un roman pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, tout simplement, hein, ça n'a rien de plus. Et j'avais deux possibilités, soit je le faisais comme on me recommandait, je prends une fable, c'est sur la planète Zébulon, le méchant zébulonien qui met une bombe à confetti dans la fête d'anniversaire. Non. Je l'ai pris tel quel. Donc je raconte tout simplement un attentat, comme au Bataclan, sauf que ça se passe quelques jours avant Noël et c'est aux Galeries Lafayette. C'est dans les grands magasins. Et je prends le double point de vue, c'est-à-dire que je suis dans la tête, dans les convictions, dans les certitudes des terroristes, des fous de Dieu. Et de l'autre côté, je suis avec deux enfants principalement, qui eux sont toute innocence, quoi. Donc, et la rencontre va se faire. Et je raconte pas la suite, mais bon, en plus j'y ai mis une touche particulière. Hein. Donc c'est le roman choc. Hein. Moi-même, c'était terrible. Quel était votre objectif quand vous vous êtes lancé dans l'écriture de ce titre? De celui-là, franchement, pour Charlie Berthet, il y avait un objectif, c'était de dire attention, notre liberté est menacée, on a des valeurs qu'on doit défendre. C'est aux armes citoyens. Ça, je le dis, je suis un militant de la liberté et du bonheur, et je pense qu'il faut le défendre. Terroriste, c'est différent. Terroriste, c'est un livre c'est un livre du cœur. Il sort du cœur. On le prend comme on veut. On l'aime pas. On me détestera, on m'injuriera ou au contraire on m'encensera. Tant mieux. Je m'en fiche. J'ai écrit quelque chose que j'avais sur le cœur. J'ai joué mon rôle de romancier. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut ce roman. Je sais qu'une chose, c'est qu'il a été écrit différemment que Charlie Berthet, qui a aussi été écrit avec le cœur. Hein. C'est déjà la fin de cette 4e émission et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez dans l'espace commentaire de cette vidéo et sur notre page Facebook. Nous vous préparons de nouvelles interviews au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil où nous serons encore présents. À dans 2 semaines, chers croque-lecteurs.
laisse faire, mec. C'est bon? C'est bon, j'arrive à lire. Je sais lire, moi. Satoru Noda. Pardon, je suis tombé. Il fut arrêté pour... Ah. J'ai adoré le manga Golden Kamuy, un seinen de Satoru... Pardon. Tour... Ah. Je souffle ou pas? Je souffle. Tu souffles. Angélique Fille. Ah. Pardon. J'arrive pas. Magnifique. Wouhou, ça marche.